Bonjour à tous, on va juste attendre une petite minute avant de commencer. Très bien. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci de participer à ce webinar consacré aux best practices concernant tout ce qui est maillage des systèmes d'alimentation et maillage moule en FEM dans Molflow. Donc pour commencer, petite présentation pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi c'est Hervé Heitmann. Donc, je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant 5 ans. Donc, je m'occupe de tout ce qui est présentation technique, support, formation et suivi client de manière générale. Et auparavant, j'ai travaillé également chez MIHB et chez Renault. Et de base, j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères. Petit rappel toujours aussi hein, concernant nos événements. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre actualité sur notre site Applicit. Donc, actualité en termes de formation, interentreprise, tous les webinars. Vous pouvez également vous inscrire au webinar directement sur le site Applicit. Et également les autres actualités autres que la simulation, bien sûr. Concernant la fabrication, par exemple, la FAO, l'usinage. Aussi petit rappel toujours concernant notre blog, donc chaque mois on publie des articles techniques sur des trucs et astuces, des fonctionnalités du logiciel. Donc vous pouvez faire un tri par rapport au logiciel qui vous intéresse et vous avez une base de données assez riche d'articles très intéressants qui vous permettent d'avoir des compléments de formation et avoir accès à des petits trucs et astuces dans l'utilisation de vos logiciels au quotidien. Je vous rappelle également dans ce webinaire que vous êtes tous invités au club utilisateur. Donc le club utilisateur cette année aura lieu sur 1,5 jours, donc du 29 au 30 juin. Donc on a changé un petit peu le format. On va proposer sur une demi-journée, donc la demi-journée l'après-midi du 29, 3 ateliers. Donc un atelier, donc bien sûr vous allez pouvoir participer à ces 3 ateliers au courant de l'après-midi. Donc un atelier sur comment récupérer les données moules et les gammes de réglage pour faire la corrélation la plus précise possible entre la simulation et la réalité. Un atelier concernant les données matières, les propriétés des matériaux, le choix d'équivalents, voilà. Un atelier global sur les données matières et un atelier consacré à Fusion sur la partie correction de modèles, toute la partie simulation méca, les fonctions aussi de rhéologie qui ont été intégrées à Fusion et également sur la partie rendu réaliste. Donc l'objectif de cette demi-journée, c'est aussi d'avoir un petit peu plus de temps avec vous pour discuter simplement, hein, parce que c'est vrai que la journée du lendemain est très chargée, donc ce sera une demi-journée, on aura un peu plus l'occasion de discuter tous ensemble. Et le soir, il y a également un repas qui est prévu avec Applicit et tous les clients présents durant l'après-midi. Au niveau de la journée du 30 juin, donc là on est sur un format plus classique. Donc Autodesk, bien sûr, va présenter, comme chaque année, les nouvelles fonctionnalités des logiciels Molflow Advisor et Molflow Insight, et ainsi que tous les axes de recherche et développement par Franco Costa. Donc on espère qu'ils pourront être là cette année avec nous, sachant que ça fait 2 ans qu'ils sont là en visio, de par le contexte. Donc sans doute que cette année, ils pourront à nouveau se déplacer et venir nous voir directement en présentiel à Paris. Et au niveau des autres présentations, donc on aura une présentation sur l'orientation des fibres réalisée par la société Domo, une présentation réalisée par Legrand sur l'optimisation d'un moulage et une présentation d'un mouliste SEMA sur les études de phénomènes au seuil avec Molflow. Et de notre côté, avec Applicit, on va faire une présentation sur trois sujets, 3 enjeux clés. Comment automatiser la mise en données, comment modéliser tout ce qui est déformation de broches de moule ou d'inserts surmoulés dans l'outillage, et également comment accélérer au mieux vos temps de calcul. Donc vous pouvez aussi directement, vous avez dû recevoir déjà des invitations et vous pouvez aussi directement vous inscrire sur notre site Applicit.
Donc le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux best practices de tout ce qui est maillage moule, système d'alimentation. L'année dernière, j'en avais fait un sur tout ce qui est best practice au niveau du maillage de la pièce. Et pour les webinaires à venir, donc on va en faire un début juillet sur les guides d'installation et les recommandations machines pour Molflow. Ensuite, toutes les possibilités d'export de résultats, l'injection gaz et moulage microcellulaire, les nouveautés 2023 de Molflow et tout ce qui est simulation multiphysique et multimétier dans Fusion. Donc au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, donc je vais faire une petite introduction. Ensuite, dans un premier temps, on va voir un petit peu tout ce qui est méthodologie de modélisation des systèmes d'alimentation, donc les différentes possibilités, les avantages, inconvénients des différentes possibilités, comment les modéliser au mieux et aussi faire un petit comparatif entre tout ce qui est éléments poutres, discrétisation des éléments poutres, comparativement aussi à un maillage 3D. Et ensuite, on va voir un petit peu comment modéliser un moule en éléments tétraédriques pour la thermique transitoire et un petit peu discuter de tout ce qui est meilleure méthode pour justement pour mailler notre moule en 3D pour la partie thermique. Donc pour commencer, donc au niveau des systèmes d'alimentation, donc on a deux grandes familles d'éléments. Donc on a la possibilité de mailler notre système d'alimentation en éléments poutres ou en éléments tétraédriques. Alors, globalement, les éléments poutres, c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser, surtout quand on n'aura pas modélisé le système d'alimentation en format CAO. Déjà de base parce que c'est beaucoup plus rapide. On a une très grande flexibilité sur le dimensionnement, sur la modification des sections. Donc, je peux directement sélectionner mes éléments poutres, remodifier les sections. Alors que sur un système d'alimentation en éléments tétraédriques, je vais être obligé de retoucher mon fichier CAO et de remailler le tout de zéro. Donc je gagne quand même en réactivité avec les éléments poutres. En éléments poutres, ça me donne aussi un modèle global de ma moulée moins volumineux, aussi des temps de calcul donc plus courts comparativement à un système d'alimentation en éléments tétraédriques. Et après, c'est quand même quelque chose qu'on va privilégier aussi sur tout ce qui est déjà basiquement bloc chaud. La plupart des blocs chauds, on va les faire en éléments poutres, beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus simple à modéliser. Et c'est vrai qu'aussi, on a très rarement la DFN au format CAO de notre bloc au niveau du passage matière. Donc globalement, j'ai envie de dire dans 99% des cas, tous les blocs chauds, on va les modéliser en éléments poutres. Après, les éléments tétraédriques ont l'avantage d'être quand même globalement plus précis et c'est vraiment obligatoire pour tout ce qui est système d'alimentation complexe qui ne peuvent pas être retranscrits par une ligne et des sections, on va dire, des sections simples, hein. Si par exemple je suis sur une nappe à flux préférentiel ou une injection via un diaphragme intérieur, je ne vais pas pouvoir le modéliser en éléments poutres. Donc de par la complexité du système d'alim, des fois je vais être obligé de modéliser tout ça en éléments tétraédriques. Et après, j'ai envie de dire, si le fichier, le système d'alimentation, on l'a en fichier CAO, autant l'intégrer en élément tétraédrique, on sera un petit peu plus précis sur la globalité de nos résultats. Donc, concernant les systèmes d'alimentation en éléments poutres, donc on a grosso modo 3 méthodes de modélisation. Donc, on a une première méthode qui est l'assistant automatique. Donc, pour utiliser l'assistant automatique, l'assistant automatique va me permettre de créer très très rapidement mon système d'alimentation. Euh, pour l'utiliser, il faut absolument que mon axe Z corresponde à l'axe de démoulage et le Z+ dans le sens du fourreau. Ensuite, donc il faudra obligatoirement aussi placer nos cônes d'injection directement sur la pièce. Et par rapport à la position du cône d'injection, donc si je le place dans le plan XY de manière latérale, il va me retrouver qu'il faut soit faire un sous-marin, soit une nappe classique. Si je le place par exemple sur le haut de la pièce, il va me retrouver qu'il faut faire un bloc chaud ou un capillaire. Et à l'inverse, si je le place en dessous, il va me retrouver qu'il faut le faire une courge en fait. Donc ça, il retrouve automatiquement par rapport à la position du cône et l'orientation Z+, axe de démoulage, sens du fourreau, le système d'alimentation qui va bien. Donc ici, petit exemple où j'ai maillé une pièce.
que j'ai dupliqué. Donc la première étape, ça va être de créer la position de la carotte en XY. Ensuite, on va définir le plan de joint, les dimensions de la carotte, les dimensions des canaux secondaires qu'on pourra réajuster après, et la taille du seuil. Donc si ça ne va pas, après je peux directement recliquer dessus. En tout cas, là, il m'a ici directement fait le système d'alimentation pour le moule complet, 8 empreintes. Et bien sûr, après, je peux réajuster tout ce qui est section de passage directement sur le système d'alim ou en recliquant sur l'assistant automatique. Donc vous voyez, c'est très très rapide, hein. Ensuite, on a deux autres méthodes, donc plutôt manuelles. Donc, il y a la méthode classique où on va créer nos nœuds, on va créer nos lignes dans Molflow, ensuite attribuer nos propriétés sur les lignes et générer le maillage de ces lignes. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est Molflow qui va directement, au moment de générer le maillage, créer un bon ratio longueur sur diamètre au niveau des éléments poutres. Et après, on a une méthode manuelle un petit peu plus, rapide, c'est qu'on va pouvoir créer directement nos éléments poutres dans Molflow, mais c'est à nous de définir pour chaque ligne le nombre d'éléments poutres que l'on souhaite en fait. Il ne faut pas se tromper, par défaut il y a un élément poutre, ce sera à nous de définir un nombre d'éléments poutres cohérent pour bien discrétiser les variations de section des éléments poutres. Et après on a aussi une méthode hybride quand on va être sur un système d'alimentation relativement complexe avec un filet relativement complexe. Ça peut être judicieux de faire ce filaire en CAO, de l'exporter en IGES et d'ajouter notre filaire à notre étude Molflow. Alors, au niveau du nombre d'éléments poutres dans le seuil, donc ce qu'on recommande, c'est vraiment minimum 5 éléments poutres dans chaque groupe de seuil pour quand même bien discrétiser les variations de section. On verra plus tard, du coup, j'ai fait un petit comparatif entre différentes discrétisations. Donc, un seuil avec 6 éléments poutres, un seuil avec 20 éléments poutres et un seuil avec 30 éléments poutres. Donc, on verra quand même que du coup, le fait au mieux, on va discrétiser les variations de section, plus on sera aussi précis sur certains résultats. Globalement, la majorité des résultats ne vont pas différer, mais sur certains résultats, on va quand même se rapprocher d'une étude qui a été faite en maillage 3D tétraédrique au niveau du système d'alimentation. On verra le comparatif juste après. Concernant la méthodologie d'intégration d'un système d'alimentation en éléments 3D, donc en fait, on va importer directement en un seul corps notre pièce avec notre système d'alimentation. On va faire un maillage classique comme lorsqu'on va mailler une pièce, et bien sûr, on va pouvoir aussi utiliser des fonctions pouvant être utilisées sur soit sur une pièce, une zone très fine, ou soit au niveau du seuil, en raffinant localement au niveau du seuil pour avoir justement le bon passage matière. Donc c'est quelque chose, je suis assez friand de faire ça, de mettre une densité plus fine au niveau de notre seuil, de notre seuil d'injection, pour être plus précis. Et justement pour bien discrétiser la géométrie. Une fois qu'on a réalisé notre maillage 3D en éléments tétraédriques, on va sélectionner tous nos éléments tétraédriques, on va se mettre le plus tangent possible. On va affecter la propriété canal froid 3D et le mieux c'est de penser aussi à cocher la case exclure du calcul de gauchissement pour éviter de voir la contribution du système d'alimentation sur la déformation de notre pièce. Si on coche pas cette case, la pièce elle peut sortir de son référentiel et du coup on aura peut-être un petit peu plus de mal par défaut pour post-traiter les résultats en fait de déformation. Donc petit comparatif sur la même étude à isoparamètres. Donc si je laisse le canal, si je coche pas la case exclure du calcul de gauchissement, on voit la déformation de la carotte, mais du coup j'ai plus de mal à voir ce qui se passe sur la pièce. Donc déjà sur la partie déformation globale, je vois que j'ai un max à 1,92, c'est au niveau de la carotte. Et si je coche la case exclure du calcul de gauchissement, je vois que la déformation de ma pièce. Donc ça c'est le premier constat.
Maintenant, si sur l'étude où je coche pas la case, si j'enlève le système d'alimentation visuelle, vous voyez que ça me recalibre une échelle à 0,87 mm au max, alors en ayant exclu le système d'alimentation du calcul de gauchissement, je suis à 0,78. Donc en fait, ici, il ne faut pas que je me trompe. Sur le cas de gauche, il faut encore, pour être plus précis et pour être dans le meilleur référentiel, dans le meilleur ajustement, faire un best fit sur l'ensemble des nœuds de la pièce. Si je fais un best fit, je retombe grosso modo sur la même valeur, donc 0,78,5, 0,78,57. Donc, si on oublie de cocher la case exclure du calcul de gauchissement, il ne faut pas oublier sur les nœuds de la pièce de refaire un meilleur ajustement pour être dans le bon référentiel et bien post-traiter notre résultat de déformation. Donc ici, j'ai voulu faire un petit comparatif entre la modélisation en éléments poutres, donc avec 6 éléments poutres dans le seuil, 20 éléments poutres dans le seuil, 30 éléments poutres, comparativement aussi à un maillage 3D avec des sections de passage similaires. Bien sûr, on n'aura pas partout exactement les mêmes sections de passage entre les éléments poutres et 3D, hein, mais grosso modo, ici, on est sur un cas où on va être très similaire en termes de sections de passage. Il y aura toujours des petites différences entre la modélisation 3D et les éléments poutres, hein, quoi qu'il arrive, en termes de sections et même de volume à remplir. Donc au niveau du remplissage, donc, honnêtement, il n'y a aucune différence particulière sur l'évolution du polymère dans la cavité entre les quatre solutions. On détecte tous les mêmes problèmes, la même position des occlusions d'air, ligne de soudure, l'équilibrage est pareil. Donc l'évolution du polymère dans la cavité ne change pas et le temps d'injection ne change pas non plus. Donc, tout le comparatif a été fait à isoparamètres, bien sûr. Par contre, là où on peut voir déjà une différence, c'est au niveau du taux de cisaillement. C'est vraiment en fait le résultat principal où on va voir vraiment une différence entre les différentes modélisations. On voit qu'avec 6 éléments poutres, je tombe sur un cisaillement de 100 000 secondes moins 1. Avec 20 éléments poutres, je suis à peu près à 200 000 secondes moins 1. 30 éléments poutres, 226 000 secondes moins 1. Et en maillage 3D, 240 000. Donc on voit que plus je discrétise en élément poutre la variation de section dans mon seuil, bah, on voit que je me rapproche aussi de ce qui se passe en 3D en termes de cisaillement. Donc c'est quand même bien de mettre un nombre d'éléments poutre, plus d'éléments poutre en fait dans le seuil pour se rapprocher d'un maillage 3D au niveau du taux de cisaillement clairement. Et effectivement sur un maillage 3D, bah, on sera quand même bien plus précis sur le taux de cisaillement calculé, hein. Donc dans tous les cas sur un maillage 3D en élément tétraédrique, de manière générale, on sera plus précis qu'avec des éléments poutres. Après les autres résultats, ils diffèrent peu, j'ai envie de dire. Au niveau de la pression, on est sur des résultats de pression similaires. Donc avec 6 éléments poutres, je suis à peu près à 467 bars, 20 éléments poutres 489, 30 éléments poutres 493. Donc plus je discrétise ma variation de section dans le seuil avec plus d'éléments poutres, je monte un peu plus en pression, je prends mieux en compte les variations de section. Et en maillage 3D, je suis à 442 bars. Après, il y a des petites différences de volume et de section, d'où la différence entre les 30 éléments poutres ici et le maillage 3D. Hein. C'est pas exactement le même volume exactement. Et en termes de déformation, pareil, j'ai exactement les mêmes tendances. Donc, dans tous les cas, on a une très bonne représentation des éléments poutres, hein, ce qui est normal. Et c'est vraiment du coup ce qu'on utilise quand même très très souvent, dans nos simulations, Molflow, parce qu'au début, on n'a pas forcément notre système d'alimentation qui a été conçu en CAO, et c'est ce qu'on va utiliser pour justement dimensionner en avant-projet
notre système d'alim final. En termes de déformation, donc avec 6 éléments poutres, je suis à 0,71,7, 20 éléments poutres 0,72, 30 éléments poutres 0,72, maillage 3D 0,72. Voilà. Grosso modo, en déformation globale, sans examiner en détail dans les différentes zones, je retombe sur la même déformation globale de ma pièce. Petite conclusion sur le comparatif. Donc, la grande majorité des résultats sont très similaires entre les différents niveaux de maillage. Et après, effectivement, il y a vraiment le cisaillement qui peut différer entre la discrétisation, entre les différentes discrétisations au niveau du seuil des éléments poutres. Et plus on discrétise notre seuil avec un nombre d'éléments poutres important, plus on va se rapprocher aussi d'un maillage 3D en termes de cisaillement. Donc ça, c'était pour la petite partie best practice au niveau du système d'alimentation. Maintenant, si on parle un petit peu de tout ce qui est modélisation du moule pour la thermique transitoire. Donc la thermique transitoire, grosso modo, on va l'utiliser pour avoir une meilleure convergence de notre calcul thermique, un résultat plus précis aussi au niveau du calcul thermique. Et c'est souvent ce qu'on va faire. Dès lors que potentiellement notre calcul thermique basique, si on est sur un modèle avec beaucoup d'insertions moulées ou des inserts moules, le calcul thermique moyenné en BEM peut avoir du mal à converger. Donc on va passer en thermique transitoire pour faciliter la convergence. Et tout ce qui est thermique transitoire, c'est obligatoire pour des analyses type conformal cooling, heat and cool, thermique bimatière. Il y a deux méthodes possibles. Donc, soit on va se baser sur notre fichier CAO pièce. Donc, pour ça, il faut aussi avoir un fichier CAO, avoir importé au départ un fichier step au niveau de un fichier step ou natif au niveau de notre pièce. Si on apporte un IGES, un STL, on ne pourra pas utiliser cette méthode. Et on a une deuxième méthode, on va uniquement se baser sur le maillage de notre pièce pour générer notre maillage de moule en éléments tétraédriques. On va voir un petit peu ces deux méthodes. Donc pour la première méthode, on va créer un bloc de moule CAO. Donc en fait, dans Moleflow, on va créer un fichier step. Un fichier step qui aura directement la propriété bloc de moule 3D. Donc pour ça, le prérequis, c'est d'afficher toutes les entités de notre modèle, y compris notre fichier CAO de base. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes les sections des modélisations en éléments poutres soient attribuées correctement sur les lignes, parce que c'est la section c'est la section sur la ligne qui va faire foi lorsqu'il va générer notre bloc de moule. Donc on affiche toutes nos couches, CAO obligatoire, et on va créer un composant de moule. Ensuite, j'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche, MolBlock Wizard, et je vais cocher la case créer en tant que bloc de moule CAO. Et quand je valide, du coup, il m'a créé le fichier step et basiquement, je vais vérifier que toutes les entités ont bien été prises en compte, donc tout ce qui est circuit de régulation, système d'alimentation et également pièces. Donc en fait, il va faire grosso modo par rapport à mes entités de maillage une opération booléenne et me crée directement un fichier step dans Moleflow. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir justement aller dans l'onglet maillage et générer mon maillage de moule directement en 3D. Donc quand je vais venir aller dans la boîte de dialogue maillage de moule, j'ai la possibilité de mailler du coup aussi avec un dimensionnement automatique, un facteur d'échelle. Donc par défaut, le facteur d'échelle correspondra au facteur d'échelle qui a été utilisé pour la pièce. Si pour la pièce, vous avez mis un facteur d'échelle plus petit, type 0,6, 0,7 ou 0,8, pour mailler un petit peu plus finement votre pièce, je vous invite quand même
à recalibrer le facteur d'échelle pour le maillage du moule à 1, voire un 1,2 pour avoir un petit peu moins d'éléments tétraédriques, parce que si vous mettez un facteur d'échelle trop petit à ce niveau, vous allez avoir un maillage de moule beaucoup trop fin qui n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue résultat, et surtout un temps de maillage moule FEM qui va être assez long, quoi, clairement. Donc là, j'ai fait un petit comparatif juste sur les résultats thermiques calculés. Donc moi, je suis assez friand de mettre un facteur d'échelle à 1 ou 1,2 et aussi potentiellement en fait, mettre une densité plus grosse sur les surfaces externes de notre bloc de moule CAO via l'option densité. Donc avec le facteur d'échelle à 1, vous voyez, j'ai 2 millions d'éléments tétraédriques pour mon maillage moule. Avec le facteur d'échelle à 1,2, 1 million 200 000 grosso modo. Et avec le facteur d'échelle à 1,2 et une densité plus large aux extrémités, 1 million. Donc c'est limite la solution facteur d'échelle 1,2 et une densité plus large. C'est la meilleure solution pour avoir un temps de maillage moule le plus court possible. Surtout quand on va être sur des moules assez grands et des moules assez complexes avec beaucoup de circuits de régulation. Et en termes de résultat, donc si j'ai fait un calcul thermique transitoire moyenné dans le cycle, donc thermique FEM moyenne dans le cycle, si je pointe la même zone, entre les différents niveaux de maillage, vous voyez que grosso modo, on a exactement les mêmes, enfin, à un pouillème près, exactement les mêmes résultats, 113,4, 113,3, 113,2. Donc c'est pas ce qui va, le maillage moule, c'est pas ce qui va pénaliser la pertinence de nos résultats. Et il y a très peu de variations, de résultats entre les différents maillages FEM. Euh, Surtout parce que si je remonte aussi, tout ce qui est interface de contact au niveau de la pièce, régulation, c'est maillé très finement aussi dans tous les cas. Donc il y a très peu de variations de résultats sur la partie thermique à ce niveau. L'autre méthode, on va se baser sur le maillage. Donc dans un premier temps, on va créer nos surfaces de moule en éléments triangles, nos surfaces externes et internes de moule. Donc ça ne nécessite pas notre fichier CAO de départ. On va se baser uniquement sur les entités maillées. Donc typiquement aussi, si je suis sur une CAO au départ qui présente beaucoup de défauts de surface, peut-être que la première méthode, il va pas réussir à faire son opération booléenne de par la qualité de la CAO que j'ai importée au début. Donc si c'est le cas, on va privilégier cette deuxième méthode en se basant sur les entités maillées. Donc pour ça, pareil, on va tout afficher comme auparavant. Ici, sur cette méthode, pas besoin d'activer, pas besoin de cocher, de rendre visuel notre corps CAO d'origine. On va créer un composant de moule, donc on va créer des surfaces externes, comme vous pouvez le voir sur l'image du centre. Et ensuite, je vais aller dans Mold Mesh et je vais générer mes triangles internes et mes triangles externes. Donc, comme avant, au niveau des triangles externes du moule, je vais pouvoir spécifier une taille de maille plus large. Et au niveau des triangles internes, je vais à peu près me mettre au niveau de la taille de maillage réalisée pour la pièce en fait. Une fois que j'ai fait ça, il m'a créé dans 2 layers mes triangles externes du moule et mes triangles internes. Sur ce maillage en élément triangle, j'ai la possibilité, comme pour une pièce en dual domaine, de checker les statistiques de maillage et de vérifier que j'ai pas de problème de chevauchement, de free edge, de non-manifold edge par exemple. Donc je peux vérifier la qualité de ce maillage surfacique. Et après, j'affiche juste ces éléments triangles, je vais retourner dans Mesh et je vais générer en fait mon maillage de moule en éléments tétraédriques. Donc c'est un petit peu le même principe que lorsque je veux mailler une pièce au final, hein. Et petite chose, lorsque je vais être en multi-composant, donc dès lors que je vais avoir une pièce en contact avec un insert moule ou des insertions moulées dans l'outillage ou du bimatière, ça va être obligatoire de coudre les interfaces de contact
avant de générer mon maillage surfacique de moule. Donc pour ça, on va dans l'onglet maillage et on va coudre les interfaces de contact. Et du coup, en fait, il va me créer au niveau de mes différents composants en contact qu'un seul bloc de triangle interne du moule. Une fois que j'ai fait ça, coudre les interfaces de contact, je repasse sur une méthode classique, génère mes surfaces externes et internes, puis mes éléments tétraédriques. Mais ça, c'est juste la première étape à faire quand je suis en multicomposant avec cette méthode de maillage surfacique interne et externe. Surtout ne pas oublier, hein, parce que sinon ça va vous poser des soucis dans la modélisation. Donc c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Sur la méthode bloc de moule CAO, il va automatiquement faire ces opérations booléennes sur l'ensemble si vos corps sont bien en contact, quoi. Donc en conclusion, voilà, on a un petit peu revu, bon, pas en détail, hein, dans le cadre du webinaire, hein, on peut pas tout voir en détail, bien sûr, hein, mais on a revu un petit peu certaines méthodologies de modélisation au niveau des systèmes d'ALIM et de la thermique FEM, avec quelques petits comparatifs entre les éléments poutres et 3D et des méthodologies de travail pour modéliser notre moule en éléments tétraédriques. Je vous remercie de votre attention et d'avoir participé à ce webinaire. Et je reste à disposition si vous avez des questions, des questions. Une question, qu'entendez-vous par best fit? Best fit, en fait, c'est le meilleur ajustement où on va recalibrer notre pièce dans le meilleur référentiel pour minimiser la déformation, en fait. C'est la méthode d'affichage par défaut. Même des fois, quand on va faire une compensation de retrait, la pièce, elle va peut-être pouvoir peut-être se décaler. Donc, après avoir fait une compensation de retrait sur notre résultat de déformation, bah, je suis assez friand de refaire un meilleur ajustement sur l'ensemble de notre pièce pour être dans le meilleur référentiel de post-traitement de la déformation. Alors, j'ai une question concernant la discrétisation des éléments poutres dans une busette sur une hauteur de 0,3 mm. Alors, j'ai envie de dire, quand on est sur une section constante, la discrétisation du nombre d'éléments poutres, 3 ou 5, ça suffit largement. Le mieux, c'est de mettre plus d'éléments poutres quand on est sur une section dépouillée, en fait, à mon sens. Donc, comme je l'ai montré là sur le sous-marin, plus on va mettre d'éléments poutres, mieux on va prendre en compte justement ces variations de section. Sur une section constante, 3 ou 5 éléments poutres, bah, ça suffit largement. Et après, comme vous avez vu dans le comparatif, ben, plus on en rajoute sur une section dépouillée, plus on sera précis sur le cisaillement. Au niveau du comparatif sur les éléments poutres, est-ce que ça a une incidence sur la température au front d'écoulement? Alors oui, ça avait une petite incidence. Les tendances étaient vraiment globalement les mêmes entre les quatre aussi. J'ai pas mis un comparatif entre tous les résultats. Et ça avait une petite incidence aussi sur quelques degrés au niveau de la température au front d'écoulement, oui.
Euh, j'ai une question, à quoi correspond le facteur d'échelle? Alors, le facteur d'échelle, ça a été introduit dans les versions de Molflow 2017, il me semble. Et le facteur d'échelle, en fait, c'est l'utilisation d'un dimensionnement automatique. Le facteur d'échelle à 1 par défaut, quand je vais mailler une pièce, par exemple, ça va me faire en fait un très bon compromis. C'est plus à moi de renseigner une taille de maille pour le maillage, ça va faire en fait un très bon compromis entre le temps de calcul et la discrétisation de la géométrie. Donc c'est quelque chose qu'on utilise très souvent par défaut, ce facteur d'échelle à 1. On va rarement mettre au-dessus, clairement. En tout cas, c'est une très bonne base de travail. Après, si je mets un facteur d'échelle plus petit pour mailler plus finement, c'est ce qu'on peut faire dans certains cas. Dans certains cas, je vais mailler ma pièce avec un facteur d'échelle à 0,7 ou 0,8. Ça va me faire un maillage global un petit peu plus fin. En tout cas, c'est un dimensionnement automatique où Autodesk, justement, dès l'import de la CAO, va mailler la pièce avec un bon compromis pour la discrétiser et aussi un bon compromis en termes de temps d'étude et de fiabilité des résultats. Euh, Comment est calculé le cisaillement dans un élément poutre? Il est calculé en fonction, le cisaillement, on est tributaire bien sûr de la matière, hein, euh, au niveau des courbes de viscosité, mais il est calculé en fonction du débit et des sections de passage, hein. Grosso modo, le cisaillement au seuil, on est fonction de ces deux variables, taille du seuil et débit. Une question, le plan de joint est-il pris en compte? Alors je pense que c'est pour la modélisation en thermique, pour la modélisation du moule en élément 3D. Alors le plan de joint, là dans ce que j'ai présenté, n'est pas pris en compte. Pour prendre en compte le plan de joint, il faudrait importer 2 blocs de moule CAO. Donc en fait, il faudrait importer toute notre partie fixe en un seul corps CAO et toute notre partie mobile dans un autre corps CAO. Après, la question, c'est est-ce que ça a un impact? Pas forcément, mais si j'importe 2 corps CAO pour modéliser mon moule en élément 3D, je peux spécifier une qualité de contact. Une qualité de contact entre mes deux composants. Donc par défaut, même entre un insert moule et le reste de mon bloc, je vais avoir une très bonne qualité de contact. Après, si j'ai pas une bonne qualité au niveau de mon plan de joint en termes de transfert thermique, la question c'est qu'est-ce que je mets comme valeur? C'est pas si simple que ça. Donc de manière générale, dans tous les cas, on va considérer qu'on a des bons échanges de chaleur au niveau de notre plan de joint, mais ce serait possible de le prendre en compte en tout cas et spécifier une valeur de conductance à ce niveau. Alors j'ai fait le tour des questions, il me semble. J'ai fait le tour des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir vous libérer. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc écoutez, je merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour toutes vos questions. Ceux qui veulent le revoir en replay, je peux vous envoyer l'enregistrement également. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'un très bon week-end. Au revoir tout le monde.